nous sommes aujourd'hui avec Marouane Benyamed, directeur de publication du magazine Jeune Afrique. Bonsoir, et bienvenue à vous sur le plateau du 64. Également avec nous Richard Verly, correspondant en France du site d'information Blick, et Siavosh Ghazi, correspondant de TV5 Monde en Iran. Bienvenue à tous les trois. Alors il y a exactement une semaine, les autorités de la République démocratique du Congo affirmaient avoir déjoué une tentative d'État. Marouane, ma première question, elle est pour vous. Une semaine après, où en est l'enquête en RDC? Alors, comme d'habitude, à Kinshasa, c'est pas la transparence qui règne. Donc, on n'a pas beaucoup plus d'éléments que les faits. Le 19 mai, une quarantaine d'assaillants attaquent d'abord le domicile de Vital Kamerhe, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale, se rendent au Palais des Nations où Félix Tshisekedi, le président, n'est pas. Et s'ensuit échange de coups de feu, etc. On a entendu parler d'un leader de ce carteron de pseudo-militaires, on ne sait même pas si ce sont des militaires, qui s'appelle Christian Malanga, qui est un ressortissant congolais, mais qui est installé aux États-Unis, qui est un nostalgique des années Mobutu, qui avait créé un mouvement New Zaïre, donc Zaïre, encore une fois, l'évocation de l'époque Mobutu. Et depuis, on n'en sait pas tellement plus. On ne sait pas s'il s'agit d'une vraie tentative de coup d'État, s'il s'agit d'une simple déstabilisation. On a appris ultérieurement que d'autres personnalités avaient été visées, comme la nouvelle première ministre. Donc voilà, pour l'instant, l'enquête se déroule certainement. Il y a des interrogatoires, mais le gouvernement communique pas spécialement dessus. En France, dans l'opposition, Jean-Luc Mélenchon a immédiatement pointé le Rwanda. Rien ne dit pour l'instant que le Rwanda est impliqué dans cette tentative de coup d'État déjoué. Bon, alors après, je ne sais pas quelle mouche a piqué Jean-Luc Mélenchon, mais rien ne dit. Le gouvernement congolais ne le dit pas non plus. Ça serait facile pour lui, compte tenu des relations entre les deux pays, de pointer du doigt le Rwanda et Kigali. Donc, et accessoirement, le scénario ne ressemble pas du tout à ça. Quelle mouche a donc piqué Jean-Luc Mélenchon, Richard? Écoutez, soit il a des informations que d'autres n'ont pas, et que les autorités congolaises n'auraient même pas elles-mêmes. Dans ce cas, il faudrait qu'il en fasse état. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, on le sait, veut exister sur les sujets internationaux. Il l'a beaucoup fait sur la crise à Gaza. Le voilà maintenant sur le terrain africain. Il cherche à être reconnu comme un leader occidental par le Sud global. Donc je pense qu'il s'adresse là aux pays africains en général. Quant à ce qui s'est passé, ça a été très bien résumé. Moi, ce qui me frappe, c'est que le président Tshisekedi est un président faible. Parce que pour que ce genre de choses se passe, il faut qu'il y ait quand même une faiblesse au sein du pouvoir. Et ça, je trouve que c'est inquiétant, mais ce n'est pas nouveau. Et l'opacité du régime et du gouvernement n'est pas nouvelle non plus. Mais ça n'inspire pas confiance dans un moment où, par ailleurs, il y a ces relations extrêmement compliquées, voire acrimonieuses, avec le Rwanda. Alors... les relations avec le Rwanda, la guerre à l'Est avec le M23 et l'absence de gouvernement depuis 4 mois. Tshisekedi a été investi il y a 4 mois. La composition du gouvernement qui devrait arriver prochainement. Il nous a déjà habitués à sa première élection. Il a fallu attendre 6 mois pour avoir un gouvernement. Les négociations peuvent être longues, on peut s'interroger et essayer de trouver vraiment les bons profils compétents pour être ministre, mais 4 mois, c'est quand même un peu long. 4 mois, c'est effectivement un calendrier un peu long. La deuxième grosse actualité de cette semaine, c'est évidemment ces mandats d'arrêt réclamés par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et des responsables du Hamas. Alors ça a fait beaucoup réagir, ça a même un petit peu créé la polémique. Richard, est-ce qu'on peut mettre légitimement sur le même pied d'égalité, parce que c'est vraiment ce qui a fait débat, les responsables politiques israéliens et les responsables du Hamas? Je crois que ça dépend quelle lecture vous faites. Si vous faites une lecture juridique, c'est-à-dire au regard des éléments en possession du procureur de la Cour pénale internationale, j'imagine que sa décision est fondée. Encore une fois, ce n'est pas une décision finale. C'est une demande à avoir des mandats d'arrêt. C'est une demande qui devrait être tranchée par 3 juges de la CPI. Et on ne sait pas si ces mandats d'arrêt seront délivrés et quand ils le seront. Après, vous avez une lecture politique. Et on sait que la justice, ce n'est jamais seulement du droit. C'est aussi beaucoup de la politique, c'est aussi beaucoup du contexte. Et effectivement, il est possible et assez logique d'être choqué par le fait que dans une même communiqué, dans une même demande, le procureur mette côte à côte les dirigeants parce qu'il y a aussi ministre de la Défense Yoav Gallant d'un pays démocratique et 3 dirigeants d'une organisation qui s'est comportée de manière terroriste avec l'assaut du 7 octobre. Mais à titre personnel, je pense que le droit, c'est le droit. On est au début d'un processus
et que cette demande, il faut faire confiance au procureur de la CPI pour qu'elle soit fondée. Alors on va retrouver Siavash Ghazi à Téhéran. Siavash, l'Iran, on le sait, est un soutien du Hamas. Comment ce climat de pression venant de la CPI est-il perçu en Iran ? Bon, pour l'Iran, évidemment, c'est un succès puisque l'Iran soutient le Hamas et le djihad islamique. Et comme vous l'avez dit, bon, pour Téhéran, il ne faut pas non plus mettre sur le même plan les dirigeants du Hamas et ceux d'Israël, mais dans l'autre sens, puisque pour Téhéran, les dirigeants du Hamas ont une légitimité, puisque Téhéran soutient depuis très, très longtemps le Hamas et le djihad islamique. D'ailleurs, Esmail Haniyeh était à Téhéran il y a quelques jours pour les obsèques du président Raïssi qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Donc tout ce qui vise Israël, les dirigeants israéliens, toutes les pressions qui viennent contre Israël est bon à prendre pour Téhéran, notamment par exemple tous les mouvements étudiants aux États-Unis et toute pression. Donc pour Téhéran, cette décision est un moyen de faire pression encore davantage sur Israël, est un moyen aussi de soutenir pour Téhéran les Palestiniens. Marouane Benyamed, la CPI, elle a longtemps été accusée d'être un tribunal pour les Africains. Aujourd'hui, on sent que le vent tourne un peu avec le mandat d'arrêt qui a été émis il y a un an contre Vladimir Poutine. Aujourd'hui, c'est possible le futur mandat d'arrêt contre Israël, contre le Premier ministre israélien. Le Hamas, comment est-ce que tout cela est perçu sur le continent ? Alors, effectivement, la CPI a longtemps souffert en Afrique du fait que, c'est une justice de blanc qui ne s'intéresse qu'aux gens du Sud réputés faibles. Les mandats d'arrêt n'ont concerné jusqu'à présent que Omar el-Béchir et Kadhafi, puis Vladimir Poutine. Le fait que pour la première fois un dirigeant d'une démocratie, encore une fois il faut le rappeler, soutenu par l'Occident, puisse être visé, évidemment ça ne fait que, quels que soient encore une fois les dossiers passés, leur véracité, le fait qu'ils aient été bien montés ou non, ne fait que donner un peu plus de crédit à la CPI qui n'a jamais été, très appréciée sur le continent. Il y a eu aussi l'histoire de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire qui a fini par être acquitté au bout de 10 ans, quels que soient encore les faits réels qu'on peut lui reprocher. Donc ça n'a jamais été une institution extrêmement crédible aux yeux des Africains. Et peut-être que là, effectivement, ça donne un peu plus de poids. Et ça peut faire évoluer le regard, effectivement. Alors sur le plan politique aussi, les lignes sont en train de bouger. Cette semaine, 3 pays, l'Italie, l'Irlande et la Norvège, ont reconnu l'existence d'un État de Palestine. Richard, d'abord, pourquoi ces 3 pays ? Est-ce que ça peut entraîner d'autres reconnaissances en cascade ? Mais ces 3 pays, et en particulier l'Espagne et la Norvège, sont depuis le début très critiques vis-à-vis de l'État d'Israël. D'ailleurs, les relations entre Israël et l'Espagne sont mauvaises. Moi, ce qui m'intéresse, outre le processus politique, c'est la symbolique, parce que dans ce domaine, la symbolique a de l'importance. L'Espagne, c'est la conférence de Madrid, vous vous souvenez, sur la paix. Ensuite, la Norvège, c'est les accords d'Oslo, c'est-à-dire un processus qui avait échoué par la voie qu'on espérait, c'est-à-dire la voie diplomatique des négociations entre Israël et les Palestiniens. Et bien maintenant, il y a 3 États européens qui cherchent autre chose, c'est-à-dire à imposer en quelque sorte de force la reconnaissance d'un État palestinien. Je rappelle que la Palestine est reconnue par un certain nombre d'États de l'Union européenne qui ont hérité cela de l'époque où ils étaient dans le bloc communiste. Donc c'est, à mon avis, très significatif. Ça enrage Israël. Pour l'Union européenne, on dit beaucoup que l'Union européenne est divisée. Moi, je ne pense pas que c'est une si mauvaise nouvelle. Ça permet à l'Union européenne d'avoir, au fond, une diversité d'acteurs, une diversité de stratégies. Vu de toute manière son impuissance, c'est peut-être pas si mal. En fait, concernant cette reconnaissance d'un État de Palestine, l'Afrique fait partie des continents les plus en avance, finalement. Alors, l'Afrique fait partie des continents les plus en avance, mais il faut relativiser, parce qu'il y a quand même déjà une centaine de reconnaissances, au moins une centaine, je crois qu'on est à environ 140, d'États qui reconnaissent la Palestine. Donc, ce qui vient de se passer là, pour moi, c'est une forme de rupture, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, ce ne sont pas 3 petits États, ces 3 États européens importants, qui ne disent pas il faut négocier. Non, qui reconnaissent l'existence de l'État palestinien, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que la situation aujourd'hui n'est pas acceptable. On est dans une forme d'impasse insupportable et ça va être plus compliqué maintenant, je pense, pour l'Europe d'une part, pour les États-Unis également, de balayer d'un revers de main ces reconnaissances et l'existence de cet État. Et on va reprendre, pour terminer, la direction de Téhéran. Siavash Ghazi, l'enquête sur la mort du président Ebrahim Raïssi se poursuit. Je rappelle qu'il a été tué dimanche dernier dans le crash de son hélicoptère. Est-ce
Est-ce qu'on en sait aujourd'hui un peu plus sur les circonstances de son décès ? Alors, il y a une enquête qui a été ouverte donc, par les forces armées. Ce que disent donc les différents responsables iraniens, c'est que en fait c'est le climat qui a causé donc le crash de l'hélicoptère. Les premiers résultats de l'enquête vont dans ce sens d'ailleurs. Il faut savoir que les images qui ont été montrées sur donc le moment de décollage de l'hélicoptère et des 3 hélicoptères donc qui a donc à bord duquel était le président Raïssi, ont décollé donc de la frontière avec l'Azerbaïdjan alors que le climat était bon. Mais quand ils ont survolé une région montagneuse, il y a eu donc une pluie importante et des nuages très importants. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce crash d'un des hélicoptères dans lequel se trouvait le président Raïssi. Pour l'instant, les autorités iraniennes en restent là et ne parlent pas de sabotage ou d'actes qui auraient pu causer un crash volontaire. Pour l'instant, donc c'est un accident et donc la thèse officielle pour l'instant c'est un accident malheureux qui a causé la mort du président iranien, mais aussi de son ministre des Affaires étrangères. Donc a priori pas de sabotage. Alors vous, Richard Verly, vous avez publié cette semaine dans Blick un article intitulé, alors j'imagine que le titre est volontairement un peu provocateur, « Et si l'hélicoptère du président iranien décédé avait été saboté ?» Vous soulevez plusieurs hypothèses et alors vous dites quelque chose d'intéressant, vous dites qu'il sera difficile d'en savoir plus sur les causes exactes du crash hors investigation officielle iranienne, laquelle sera bien entendu verrouillée et épurée de toutes les informations sensibles. Mais je crois que Siavash est beaucoup mieux placé que moi pour répondre, mais il me semble que la question, on doit se la poser. Journalistiquement, on doit s'interroger, parce que tout de même, c'était un hélicoptère présidentiel, si je ne me trompe pas, dans un cortège aérien de 3 hélicoptères, il n'y en a qu'un seul qui crache. C'était un hélicoptère américain, assez ancien, qui a besoin de pièces de maintenance. Vous savez que l'Iran est sous embargo, c'est compliqué. Bref, encore une fois, il y a l'enquête officielle, ça ne m'étonnerait qu'il y ait des fuites d'informations, mais se poser cette question, c'est salutaire, et je pense sans doute que pas mal d'Iraniens se la posent, mais là, Siavash le sait mieux que moi. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous sur le plateau du 64. Marouane Benyamed, Richard Verly et Siavash Ghazi.